d'1 heure, de 30 minutes, de 2 heures, on doit être capable de connaître la contribution des partis politiques. Ce n'est pas penser ou réfléchir à quoi que ce soit. Distinguer les caractéristiques différents mouvements politiques, partis, organisations. Pourquoi, si vous voyez un mouvement, vous dites que c'est une organisation, c'est un parti politique. Connaître les 4 caractéristiques d'un parti politique. Connaître les différents types de partis politiques selon les grands Maurice Duverger, Otto Kirchner, William Wright et puis Giovanni Sartori. Tout ça là, c'est dans le corps du document que vous avez. Vous lisez et vous présentez. Voilà les objectifs. À chaque formation, vous n'avez pas plus de 5 objectifs. Au maximum 4, mais l'idéal c'est d'avoir 3 objectifs. Là, quand vous finissez, c'est comme si on prend les filières agricoles, on prend 56 filières, on peut en prendre 2. Le tout ne fait pas de ratisser là. Donc, à chaque formation, vous écrivez au tableau quand vous rentrez. On est ici aujourd'hui à la fin de la formation. Voilà ce qu'on doit être capable de faire. Et c'est des verbes d'action. Il n'y a pas réfléchir, il n'y a pas penser. C'est connaître, mesurer et dans un délai bien précis. Normalement, on doit ajouter, après 1 heure, on sera capable de. Après 45 minutes, on sera capable de. On affiche ça au tableau. Là, tout le monde sait là où on va. Ok? Voilà. Maintenant, s'il y a des... Moi, j'essaie de travailler dans le code du devoir sur les modules tant que possible. Vous pouvez aller sur Internet aussi pour ceux qui sont connectés. Ça, c'est pour le groupe. Les fonctions, à la fin de ce module, je serai capable de connaître les fonctions fondamentales d'un parti politique selon plusieurs approches scientifiques. Capable d'exécuter les différentes tâches essentielles pour animer un parti politique. C'est 2 objectifs clairs et nets. C'est à l'intérieur, à ces objectifs-là. Vous allez moduler la formation pour atteindre ces objectifs. Pour le groupe numéro 3, l'organisation je serai capable de maîtriser tous les éléments permettant un fonctionnement normal, régulier du parti. Là, j'ai des extraits de la nouvelle charte des partis politiques où vous pouvez tirer donc, le code de devoir ici, par exemple. Il y a le titre 3, le titre de chapitre 3 de l'organisation interne des partis politiques. C'est un extrait, vous allez travailler là-dessus et ajouter. Alors, le 4e, c'est le management des partis politiques. Donc, c'est quoi le management? J'ai fait quelques slides, vous allez voir, et j'ai mis là-dedans comment les partis politiques sont-ils financés aussi. Les deux sont ensemble dans le management des partis. Voilà, j'ai cité les articles, les dispositions financières de la nouvelle charte des partis politiques. Donc, ça va être le document de travail. Enfin, le 5e, c'est pas là où lui il est. Voilà. Communication interne et externe. À la fin de ce module, je serai capable de connaître la typologie des différentes formes de communication. Connaître les formes les plus courantes, connaître les formes les plus spécifiques. C'est parti. Participants, c'est juste pour vous rappeler que les travaux de groupe sont prévus pour s'achever pour la plénière. Et après la pause déjeuner, le reste des groupes va suivre. Merci.
3. Droits et obligations des membres. 4. Mesures de discipline individuelle. 6. Composition et pouvoir de l'organe dirigeant et de tout autre organe. 7. Conditions. Au fonctionnement du système politique et électoral. Je suis des partis politiques. Comprenez. Le premier point, c'est de recueillir et articuler les priorités politiques et les besoins et problèmes des citoyens tels qu'identifiés par les membres et ses partisans. Ça, c'est la première tâche. Animer les différentes tâches, exécuter les différentes tâches essentielles pour animer un parti politique. Il y a quelqu'un d'opposition ou quelque chose comme ça. Il y a Zayando. Zayando. Voilà. La fonction des partis politiques. Il y a plusieurs théories. Là, il y a 3 ou 4 slides là-dessus. Vous devez extraire tout ça, les 4 fonctions fondamentales. Quand vous lisez tout, il y a 4 ou 3 qu'on doit connaître. Quand vous levez les fonctions d'un parti, c'est pas. Maintenant, connaître 2 auteurs qui ont eu des idées fortes. Quand vous parlez des fonctions, quand vous citez les gens, on sait que vous connaissez votre affaire. Maintenant, vous devez être capable de délivrer ce message de fonction à un public de l'ère deuxième minute. Donc, vous faites une transposition en diluant le savoir savant en savoir pour les élèves deuxième minute. Vous pouvez aussi délivrer à un public d'étudiants. Et comme vous pouvez aussi parler de ces 3-4 fonctions en fond, c'est l'exercice qu'on va faire. Vous allez présenter mon parti, présenter ça en fond ou bien à un public de CMP. Quand c'est comme ça, là, vous partez du protocole en disant que nous, désormais, là, quand on parle des fonctions des partis politiques, c'est pourquoi je vous laisse les documents. Après, vous allez les lire et aller sur Internet pour compléter. C'est tout, on ne peut pas faire une grosse théorie. Et le support semestre des partis politiques. Comment le parti est organisé au Bénin. Vous devez lire ça correctement et pouvoir tirer en 4 idées fortes. Quand vous le verrez, comment le parti est organisé au Bénin, je ne vais pas le citer connaître 2 articles pour impressionner. Vous citez les gens de l'événement, sinon ceux-là, ils ne pas les suivre. Et puis, ces 2 articles, avec ces 2 idées fortes, vous devez être capable de parler à un public de l'air de cerveau. Donc, vous transposez le terme scientifique là, un terme vraiment français. Vous pouvez aussi le servir à un public d'étudiants. Vous pouvez aussi
avoir l'esprit de... Bon, vous allez lire ceux qui ont travaillé sur les fonctions, quelqu'un dit c'est la guerre. Hein. Quand on va aux élections, c'est la guerre. Un parti politique, vous devez être persuasé quand vous parlez, le ton. C'est pas, c'est 1 ou 0, hein. Attention. Donc il faut vous entraîner devant le miroir à la maison, à parler fort, à tirer les gestes. Tous les jours, vous le faites. C'est pas la fin des élections qu'on va commencer par dire comment tenir un meeting, comment préparer, comment. Parce que vous pouvez avoir un adversaire très costaud. Quand vous me rencontrez en meeting, je vais vous laminer. Hein. Je parle très fort. Mes idées sont, je suis très cultivé. Je lis des livres tous les jours. Donc, attention. Il faut être capable c'est pas mal le temps, mais entraîner-vous à la maison. Ok? Allez, c'est parti, rapporteur. Merci beaucoup. Et effectivement, le groupe numéro 3 a travaillé sur le thème de l'organisation interne des partis politiques. Et on s'est appuyé beaucoup plus sur, comment on appelle, l'extrait de la charte des partis et surtout l'article 31 qui parle des dispositions qui régissent, comment on appelle, les partis politiques au Bénin. Au thème des réflexions, on a dégagé 4 idées fortes. La première idée, c'est l'identification du parti. Autrement dit, l'acte de naissance du parti. Parce qu'on ne peut pas parler de parti politique sans sa création. Et lorsqu'on parle de création du parti, il faut forcément un nom pour le parti, il faut forcément un logo pour le parti, il faut forcément un siège, il faut l'emblème, tout ce qu'il faut pour pouvoir identifier le parti dans le paysage politique du pays. Donc ça fait une première idée forte qu'on a dégagée en termes d'organisation des partis politiques. La deuxième idée forte qui a retenu notre attention au regard des débats qui ont été nourris dans le groupe, c'est les critères d'adhésion. Et parlant de critères d'adhésion, on ne peut pas adhérer à un groupe, à une association en tombant de ligne. Il faut forcément remplir un certain nombre de formalités pour pouvoir faire membre, pour pouvoir intégrer le groupe. Et lorsque vous intégrez le groupe, il y a en même temps les droits et les obligations pour pouvoir permettre alors à votre association de vivre et de fonctionner sur le terrain. Puisque nous partons pour comment on appelle, la mobilisation des masses et gagner en réalité le pouvoir et l'exercer. Et là, il faut forcément, comment on appelle, qu'on travaille pour l'adhésion. Et pour pouvoir le faire, il y a des principes, il y a des critères qui sont bien définis pour permettre comment on appelle, aux sympathisants, en tout cas à la population citoyenne, d'adhérer massivement au parti afin de pouvoir le porter, d'intégrer le parti pour pouvoir le porter au pouvoir. Alors, la troisième idée qu'on a également dégagée, c'est le mode de fonctionnement du parti. Toute association, toute organisation est, comment on appelle, régie par une certaine structuration. Comment le parti est structuré? Quels sont les différents organes, que ce soit l'organe dirigeant ou bien les autres organes, pour pouvoir permettre au parti de continuer à vivre et à fonctionner réellement sur le terrain. Donc, nous avons mis l'accent. Ce point a retenu également notre attention. Donc, je parlais du mode de fonctionnement du parti. Et puis, la quatrième idée qui a également attiré notre attention, c'est beaucoup plus les sanctions. Parce qu'il faut de la discipline pour permettre à un groupe de continuer à exister, pour ne pas disparaître sur le terrain. Donc, il faut forcément de la discipline. Et si on ne met pas de la discipline, on risque de disparaître pour un oui ou un non. D'où les sanctions qui sont en quelque sorte des balises à ne pas outrepasser pour mettre en mal en réalité l'association qui en réalité constitue le patrimoine de tous les membres du parti. Donc ça fait les 4 idées sur lesquelles nous avons beaucoup plus opiné au-delà des autres dispositions, parce qu'il y a au moins 14 dispositions, mais les 4 là quand même ont retenu notre attention et puis on pense les partager avec les participants. Quelque chose à ajouter? Non. Pourquoi? Oui, allez-y. On va vous donner. Juste une minute. Vas-y alors. Ok. Donc, je dirais qu'il faut féliciter la présidente et le rapporteur parce que ça n'a pas
comme il a dit, il faut souligner qu'il y a la charte a donné 14 dispositions, et ces 14 dispositions constituent en réalité la fondation des partis politiques. Et à notre niveau, nous avons donné 4 objectifs. Ça n'a pas été facile parce qu'on était allé juste même à 8 objectifs, mais on s'est rappelé. Le minute est passé. La minute est passée. Merci beaucoup. Alors, quel est le danger de ne pas faire? C'est de ne pas permettre le danger, oui. C'est de se faire. Le danger en réalité, pour moi, c'est comment on appelle, ne pas identifier clairement son parti, c'est passer à côté au cas où on va solliciter l'électorat. Il faut être plus précis. Au cas où on va solliciter l'électorat. Oui. Si comment on appelle, le parti, l'identification n'est pas nette, comment on appelle, le choix que ne pas être... Oui, les militants dans l'urne lors des scrutins. Si votre logo est à côté d'un autre logo, les deux se ressemblent et la personne ne sait ni lire écrit, vous allez lui dire fille de Gézosi en Sigouane et on finit à Racido. Et ne mélangez pas, c'est le Trump, fille de Gézosi en Sigouane. Et il faut s'assurer qu'il n'y a pas Gézosi en Sigouane ailleurs. Au cas, c'est très important. C'est très important. Maintenant, vous parlez de sanctions. Il y a des sanctions positives aussi. Celui qui se décacasse, il est instituteur, il cotise toujours, il fait tout pour le mettre sur la liste électorale parce que la copine de M. Ulrich est plus proche, elle ne fait rien. C'est elle qu'on met devant, on met en bas. La sanction positive, c'est que celui qui travaille bien, il faut bien le positionner sur les listes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, vous allez saisir le texte, vous allez saisir, ça va être dans le rapport de la journée présentée à Eric. Quel autre groupe? Ok, président et rapporteur. Non, avant, le membre du groupe là, viens ici. Celui qui veut féliciter. Donnez-moi 2 minutes. Vous venez de quelle région? Tu vas suivre la partie l'idée force liée au logo là. Tu vas nous traduire cette partie là en délit. Là où il y a si vous ne répondez pas, je ne continue pas. Pas seulement, non. Vas-y. Bon, c'est quand même un peu plus compliqué pour moi de le traduire en débit. Quelle est la langue de... La langue de Sam. Oui, plus le fond. Le fond. Ok, vas-y. Le fond, vous l'avez dit. Vas-y. Nous, vous avez dit 40, non? Allez, non, pas 40, 14. Ok. Mais pour 14, vraiment, député, nous avons les édotés, tu vois, partie de la Tidjan, il faut venir ici à Koumamé. Et Tito, il est Timbo. Et partie, on doit tomber. Donc, Tito, il est les mains. Nous, on dit, logo. Et il n'y a pas de logo. Et là, nous avons un logo par quoi? Donc, on va s'entraîner pour ça. Ah non, chef, comment c'est dit? Trouve un petit mot. Aidez-les à trouver un mot pour le logo. Je me suis déjà débrouillé. Ah, un tounou. Voilà. Le vocabulaire est rempli. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Président est... Bonjour, chers camarades. Bonjour. Salut camarades. Salut camarades. Voilà, nous sommes là pour vous présenter les résultats donc, des travaux du groupe 2. Et le groupe 2 a discuté des fonctions et des tâches d'un parti politique.
Alors, en ce qui concerne les fonctions, nous devons dire que les principales fonctions d'un parti politique sont la défense de la démocratie, la sauvegarde de l'unité nationale, la sauvegarde de l'indépendance et la protection des libertés fondamentales. Voilà les principales fonctions, mais il y a également des fonctions manifestes et des fonctions latentes. En ce qui concerne les fonctions manifestes, je peux citer par exemple le contrôle des organes politiques et l'expression des positions politiques. Il y a Franck Soro qui a parlé de ça. Il a parlé donc du contrôle des organes politiques et de l'expression des positions politiques. Un parti politique doit pouvoir contrôler les organes politiques. Et dans notre pays... Attention, ce n'est pas encore le rapport. Le rapporteur, vous introduisez juste, et le rapporteur... Oui, docteur, c'est ça. Donc, entre autres fonctions manifestes, il y a également la structuration de l'opinion politique, il y a la socialisation politique et la structuration des votes. Ensuite, en ce qui concerne... Docteur, tu présentes le rapport comme ça. Je laisse la parole au rapporteur, parce qu'il ne faut pas écraser aussi. Il ne faut pas écraser l'autre. Oui. Dans le cadre particulier de notre groupe, oui. Et après l'examen des conditions dans lesquelles nous avons travaillé, oui. Nous avions délégué la fonction au président d'être en même temps le rapporteur. Non, il ne l'a pas dit. Moi, je l'ai dit, président. Non. Vous n'allez pas changer les règles du jeu. Donc, laissez la parole au rapporteur. Merci. Laissez-le. Il va travailler là. Allez. Ok. Pour ne pas répéter ce qui a été déjà dit par le président, essentiellement, les fonctions fondamentales d'un parti politique reposent sur la défense des acquis démocratiques, la défense des libertés fondamentales et également la protection des droits de l'homme. À ces fonctions fondamentales sont associées des fonctions critiquées qui reposent sur deux axes. Le premier axe qui est la fonction manifeste, qui apparaît en fait comme la fonction principale, et le second axe, c'est la fonction latente. De la fonction manifeste et de la fonction latente, nous avons retenu que ce qui est manifeste, c'est le besoin pratique, urgent d'un parti politique. En revanche, quant à la fonction latente, c'est ce qui se prépare, ce qui peut s'apparenter comme un programme, une offre que le parti est en train de préparer pour pouvoir le vendre après, peut-être lors d'un joute électoral, ou pour conquérir le pouvoir. Donc, pour ce qui est des fonctions fondamentales d'un parti politique, essentiellement, c'est ce que nous avons retenu. Quant aux tâches d'un parti politique, nous avons retenu la façon de recueillir à la base les besoins des militants. En réalité, vous savez que pour qu'un parti politique puisse éclater, il faut que le parti puisse recueillir les aspirations des militants à la base. Étant donné que les militants à la base constituent le vivier de ce parti politique-là. Alors là, qu'est-ce que les militants attendent du parti? Il faut pouvoir les recueillir et les organiser en offre politique pour pouvoir le vendre et conquérir également les autres personnes qu'on peut ranger dans la catégorie des indécis pour pouvoir rejoindre l'idéologie de ce parti politique-là. En dehors
nous avons également la formation des militants à la base. Il est important que dans un parti politique, quand vous interrogez un militant, que le militant soit à même de vous dire, comme on le dit dans son langage, la raison, la motivation de son adhésion à ce parti politique et de son militantisme dans ce parti politique. Je crois que nous allons essentiellement nous tenir à ces deux points qui constituent la tâche d'un parti politique. De manière très succincte, telle se présente la position du groupe numéro 2. De match, ça bien défendu. Mais vous avez oublié la fonction programmatique. S'il n'y a pas un programme, le parti ne pouvait rien faire sans un programme. La fonction programmatique d'un parti. Il faut un programme pour aller aux élections, avant les élections, pendant les élections et après les élections. Si vous gagnez, vous déroulez le programme. Si vous ne gagnez pas, vous allez dans l'opposition pour pouvoir aider le parti qui a gagné à gouverner. Oui, mais c'est pourquoi il a parlé de l'expression et de l'articulation des besoins des citoyens. Quand il dit ça, le programme là, c'est à partir de là, mais tel que vous avez dit besoin, quand je dis un programme pour aller aux élections, qu'on va dérouler pendant les élections et après les élections, quand on gagne, le programme est toujours là. Quand on perd, le programme sera toujours là. C'est plus fort. Ok? Merci beaucoup. Monsieur le Président. Bon, voilà, il n'y a pas de souci. À 4 à 1000%, je vous l'ai dit que c'est l'IRI, l'Institut international républicain, qui nous accompagne. Ils viennent de nous écrire pour dire on a invité 50 personnes, nous tous au total, et on a constaté qu'il y a eu 7 mais 8 heures de plus. Bon, vous avez géré ça. Ceux qui n'ont pas été invités sont venus. On verra ça après. Mais les 50 qui sont invités, Boris il va passer chez vous tout à l'heure. Vous allez signer les fiches et mettre votre numéro de téléphone. Ils vont vous envoyer tout à l'heure avant qu'on quitte ici les sous par mobile money. C'est-à-dire, on ne touche à rien, on ne sait même pas d'où vient l'argent, quoi que ce soit. Donc il y a la liste de présents parce qu'on a constaté qu'il y a eu des intrus, ils ont dit à la liste initiale. Donc on a constaté tout à l'heure qu'il y a eu des discussions. Donc on va reprendre la liste. Il n'y a pas de souci, ceux qui sont venus, on verra à l'intérieur comment on va gérer au les déplacements entre nous. Mais il y a des montants en fonction de votre lieu de provenance, le montant diffère, ça varie de 5 000 à 22 000, ça dépend de d'où vous verrez à l'intérieur du pays pour le déplacement. Ceux qui dorment ici, vous n'avez rien à payer, vous comprenez ça? Maintenant, il y a 3 listes. La première, c'est la liste de présence. Vous avez déjà signé une fois, donc vous allez signer. Ceux qui sont vraiment invités, vous allez signer. Deuxième chose, il y a un État. Lui va vous dire le montant en fonction de votre lieu de provenance. Vous allez signer également et mettre votre montant. Il y a une fiche individuelle. Vous savez, les Américains sont compliqués, donc ils demandent des informations personnelles, numéro, nom, prénom, lieu de... En tout cas, c'est pratiquement les mêmes informations et vous allez signer tout à l'heure pour qu'on les ramasse, scanner, leur envoyer ça et ils vont vous envoyer vos sous de déplacement par Momo. Ça peut aller. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez avoir 2 ou 3 listes comme ça de chaque famille, c'est-à-dire pour Momo là, pour que ça ne passe pas? Vous voyez ce que je dis? Ou bien la liste circule déjà? J'espère que vous allez tous bien. Répondez! Très bien. Oui. Chers militants, merci d'avoir répondu au rendez-vous. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter un set qui s'intitule Management moderne des partis politiques. Suivez. Alors, vous allez noter. Est-ce qu'on peut noter un peu la voix? 12. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ok. Notre thème est
moderne. Je vais s'il vous plaît. Chers participants, est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Bon, d'accord. Nous avons travaillé sur le management moderne des partis politiques. Et donc, notre travail a consisté à d'abord voir qu'est-ce que c'est que le management des partis politiques et quelles sont les exigences auxquelles ce management doit répondre. Et on va retenir essentiellement, quand on parle du management moderne des partis politiques, qu'il s'agit donc des exigences, des outils, des instruments dont il faut tenir compte pour gérer au mieux un parti politique, pour pouvoir donc atteindre les résultats et les objectifs dévolus à un parti politique, tel que le groupe qui nous a présenté vient de les exposer. Alors, maintenant, lorsqu'on vient au niveau donc des facteurs qui doivent gouverner la gestion efficace et efficiente d'un parti politique, on va retenir essentiellement deux groupes de facteurs qui doivent désormais orienter la gestion moderne des partis politiques. Il y a les facteurs d'ordre externe et les facteurs d'ordre interne. Maintenant, prenons les facteurs d'ordre externe d'abord. La gestion des partis politiques doit d'abord tenir compte, en premier lieu, du cadre législatif. Les lois qui donc gouvernent la création, le fonctionnement des partis politiques au Bénin, les lois qui gouvernent l'organisation des élections au Bénin. Donc, la gestion d'un parti politique ne doit pas s'écarter donc des dispositions, par exemple, lorsque nous sommes au Bénin, des dispositions de la charte des partis politiques, des dispositions du code électoral, des dispositions de la loi sur le financement des partis politiques, etc. Un parti politique doit pouvoir intégrer, par exemple, dans ses programmes pour la préparation des élections législatives, par exemple, que les campagnes électorales ne doivent pas dépasser, les dépenses pour les campagnes ne doivent pas dépasser, par exemple, 30 millions pour un candidat. Ça, c'est un exemple. Donc, quand on prend la charte des partis politiques, il faut désormais intégrer donc, dans nos habitudes qu'un parti politique doit avoir un compte bancaire, un parti politique doit avoir donc un comptable pour pouvoir donc assurer la gestion efficiente des moyens dont dispose le parti politique. Voilà, donc au nom des facteurs externes, à part le cadre législatif dont je viens de parler, il y a également la culture politique du pays dont il faut tenir compte. Au Bénin, par exemple, nous savons que la culture du militantisme est faible et tout le temps les citoyens pensent que bon, la politique c'est leur chose, c'est la chose des nantis et ça crée un désintéressement à la chose politique. Il faut tenir compte de ces réalités-là pour pouvoir donc innover, trouver des moyens qui doivent rassurer et associer désormais la population pour donc le bon fonctionnement du parti et pour leur participation à toutes les activités du parti. Autre facteur à l'externe, il y a le système électoral. La gestion du parti doit tenir compte du système électoral. Est-ce que les élections se font au suffrage universel ou si c'est au suffrage censitaire? Mais chez nous, par exemple, au Bénin, c'est le suffrage universel, mais il ne faut pas s'écarter du fait que les nouvelles lois, par exemple, instituent le parrainage qui est en réalité déjà un vote des grands électeurs en griffe. Donc il faut trouver un moyen dans la gestion du parti à accrocher à la fois la base, mais à obtenir et préserver donc des parrainages pour les élections qui l'exigent. Donc il faut tenir compte du système électoral dans la gestion du parti politique. Voilà donc les facteurs externes. Maintenant, parlant des facteurs internes qui doivent gouverner la gestion du parti politique, le premier facteur interne, c'est la culture de la démocratie. Et là, ça suppose deux choses. D'abord, le choix des responsables à divers niveaux des structures de gestion du parti politique. Aujourd'hui, il faut que le choix des responsables soit concerté, soit fait dans un consensus et que ce soit un choix libre, que ce ne soit pas quelqu'un qui vient tout de beau dire bon c'est mon parti et il tient la dragée haute à tout le monde, c'est lui qui propose des gens à tous les postes de responsabilité, ça ne doit pas être ainsi. Au-delà de ça, la culture de la démocratie au sein du parti nous exige aussi
donc d'avoir des décisions concertées. Il ne faut pas que les décisions soient prises de façon unilatérale par le président ou celui qui est l'homme fort de l'instance. Bon, donc au-delà du cadre démocratique, il y a la transparence qui suppose donc l'orthodoxie dans la gestion financière. Et donc, au-delà de la transparence, c'est ce qui doit participer à amener d'abord le parti à pouvoir coopter les cotisations, les souscriptions, mais qui doit aussi redonner confiance donc, aux militants et assurer l'obtention du financement public du parti. Il faut donc, au-delà de tout ça, on a parlé aussi de la gestion de l'information. La gestion de l'information est un facteur capital dont il faut tenir compte dans la gestion moderne des partis politiques parce qu'il faut assurer une gestion verticale et une gestion horizontale de l'information. Que les structures du parti puissent tenir compte des aspirations de la base et que les décisions prises en haut puissent aller aussi à la base. Que dans une même instance, que l'information soit bien partagée. Et au finish, on a dit aussi que la gestion moderne du parti doit aussi intégrer la gestion des crises. La gestion des crises. Et à ce niveau, le parti doit beaucoup plus anticiper sur les crises que de chercher à gérer. Ça suppose donc, s'il vous plaît, est-ce que nous sommes ensemble? Ça suppose donc qu'il faut avoir des instruments d'anticipation. Par exemple, il faut vulgariser les tests et s'assurer que ces tests-là sont respectés, sont appliqués, avoir des organes de gestion de crise. Voilà des facteurs internes que la gestion moderne d'un parti politique de nos jours doit pouvoir intégrer. Et je crois que c'est en gros ce que nous avons pu retenir donc, de nos échanges sur le management moderne des partis politiques. Je ne sais pas si j'ai pu rendre compte finalement de ce que le groupe a produit. Tout à l'heure, il pourra avoir des compléments pour nous éclairer davantage. Merci à tous. Et la formule qui réunit tout cela, c'est la formule des 3 P. P comme père, PE à 100 grammes, RE. P qu'on retrouve dans l'espère. Et P comme PAIRE. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, le top management, celui qui a le parti, le fondateur ou bien le promoteur, c'est lui le père. PE à 100 grammes, RE. La plupart du temps, il a des conseillers qui l'écoutent ou pas pour émettre des idées, des orientations. Voilà ce qu'on va faire. Mais quand il dit il faut qu'il y ait un filtre, c'est l'expert. Dans chaque parti, on doit avoir un expert en santé, un expert en éducation, un expert en fiscalité, un expert en justice commerciale et autres, un expert en promotion du genre, un expert en nutrition et ainsi de suite. Donc, si le père PE à 100 grammes RE donne l'idée, avant de mettre cette idée en œuvre au niveau des membres du parti, ça doit passer par le filtre de l'expert. Il faut un expert, ça fait partie du management du parti. Il faut des experts dans tous les domaines. Si vous n'avez pas d'experts, trouvez de l'argent pour aller chercher de l'expertise ailleurs. Vous allez sur un plateau, vous sortez une idée, on balaye ça de revers de main, ça ne fait pas ça. Parce que chaque militant du parti est un ambassadeur. Vous allez à un débat, on invite les partis politiques, quand vous vous levez, vous parlez, on sent que vous avez pris l'eau à la source. Il ne faut pas blablater. Et ça, il faut beaucoup travailler. Et enfin, PAIRE, c'est les militants à la base. Quand ça passe au niveau de l'expert maintenant, les pairs, ceux qui sont de façon horizontale, vont échanger entre eux. C'est la combinaison de tout ça là qui va sortir la décision finale. Si ça passe par ce filtre, c'est sûr que les décisions et les activités du parti seront toujours au top. Voilà ce qu'il faut cultiver pour renforcer le management. Maintenant, en une minute, tu vas faire le résumé à un public d'élèves de CM2.
Alors, Oui, Tous ceux qui ont des questions, ils attendent. oui, ils attendent un peu. alors, pour résumer, gérer un parti politique efficacement aujourd'hui doit tenir compte des lois de la République, doit tenir compte de l'environnement, de l'environnement social et doit tenir compte donc... Au CM2, ils ont une idée de l'environnement social. Bon, il doit tenir compte de la mentalité, voilà, de la population du pays. Et au-delà de ça, à l'interne, la gestion exige une certaine organisation qui doit associer tout le monde, qui doit donner confiance à tout le monde, qui doit pouvoir donc impliquer tout le monde. Votre histoire de suffrage sans machin, comment tu expliques ça aux élèves de CM2? Non, au fait, c'est que quand on parle de système électoral, il y a des pays dans lesquels c'est des grands électeurs qui... Élèves de CM2, c'est quoi grands électeurs? Il y a des pays, bon, comme c'est pas chez nous, ça va être difficile. Il faut comprendre qu'il y a des pays dans lesquels des gens sont délégués d'abord de la base et c'est eux qui ont le pouvoir après de voter pour l'élection du président ou des autorités supérieures. Bon, si je peux parler ainsi. Donc c'est ça. Donc il faut souvent transposer tout ce que vous avez en termes savants, en termes moins savants. C'est ce qu'on appelle la transposition didactique. Le savoir savant en savoir de tout le monde. Quand on dit ceux qui ont fait ceux qui ont fait la terminale un peu de chimie, les réactions chimiques c'est toute une théorie. La vitesse de réaction c'est toute une théorie. Mais on aseptise. Donc vous devez aseptiser et en français ça vous entraîne à changer de discours en fonction du public. C'est pourquoi les enseignants sont les meilleurs orateurs. Ils donnent les cours de mathématiques dans la journée, ils enseignent la 6e, la 3e et la terminale. Ils changent de discours 3 fois dans la journée. C'est pourquoi c'est le seul corps qui a 3 mois de vacances. C'est le seul corps de l'administration publique qui a 3 mois de vacances dans l'année. Donc, entraînez-vous à ça. Ça vous permet de vous renforcer, d'être capable de changer de discours en fonction de celui qui est devant vous. Ça, si vous arrivez à le faire, et puis c'est en s'entraînant que vous allez. Oui, Tenter à Moussou. C'est une question qui peut déboucher en même temps sur une contribution. Une question, malheureusement ou alors heureusement, elle est revenue par vous. Parce que tout à l'heure, il avait évoqué la notion de suffrage censitaire, suffrage universel, et a laissé entendre que dans notre système politique au Bénin ici, nous sommes dans l'option du suffrage universel. J'avais eu envie de lui demander de nous expliquer ce qu'on appelle suffrage censitaire, suffrage universel, et de nous justifier en quoi il soutient que le suffrage au Bénin est un suffrage universel. Et lorsque vous avez posé la question et que je l'ai suivi, j'ai observé qu'il y a une insuffisance de compréhension sur la notion de suffrage censitaire. C'est là où ça débouche sur la contribution. Alors, ces deux choses-là, soit que je laisse la question à ce niveau et je laisse les autres membres du groupe lui venir. non, c'est une contribution, on va aller Alors, directement la contribution. Oui. Voilà. On peut dire effectivement que le suffrage censitaire est un système de suffrage de grands électeurs, mais ce n'est pas tous les suffrages de grands électeurs. En fait, censitaire vient de sens, C-E-L-S, qui signifie impôt. Et dans le processus de création de la démocratie, on n'est pas allé du jour au lendemain à la génération du vote à tout le monde. On a dit, tout le monde ne peut pas valoir tout le monde. Il faut que ce soit une catégorie de personnes seulement. Quand on a quitté la monarchie, quand on a quitté le système du roi, c'est le roi, il est né du père, son père était roi, donc il est roi. On a dit, non, on est en démocratie, d'accord, mais tout le monde ne voterait pas. C'est ceux qui ont un certain niveau d'impôt. Et c'est cet impôt-là qu'on appelle sens. Donc on dit l'impôt doit atteindre tel niveau. On peut dire un certain nombre de milliards par exemple. Et c'est quand vous atteignez ce niveau d'impôt-là que vous pouvez être électeur. Maintenant, quand vous voulez être éligible, vous devez atteindre un niveau d'impôt qui est au-dessus de ça. Donc c'est en réalité votre fortune qui détermine votre capacité à être ou électeur ou éligible. C'est la première des choses. La deuxième,
Et là maintenant, on vient dans le contexte 2003. Jusqu'à une période récente, dans les discussions légales qui régissaient le cadre des élections au Bénin, il n'existait pas, par exemple, le quitus fiscal de les cautions qui sont exigées aux candidats pour les différentes élections sont passées du simple, parfois au décuple et au-delà. Par exemple, jusqu'à 2019, un candidat aux élections législatives au Bénin paye 100 000 francs comme caution. Aujourd'hui, il paie 3 millions de francs. Ça s'est multiplié par 30. Il paie 1 million 500. Donc ça multiplié par 15, c'est ça. 1 million 500 multiplié par 15. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est forcément et toujours dans le suffrage universel ou n'a-t-on pas balancé d'une certaine façon dans le suffrage censitaire? Deuxième question, enfin deuxième élément de référence qui pose la question sur le suffrage universel ou le suffrage censitaire. Désormais, pour être candidat, il faut présenter son quitus fiscal, montrer que l'on est à jour de ses impôts. Ce qui renvoie au sens, parce qu'à l'origine, je vous ai dit encore une fois, le suffrage censitaire, c'était la possibilité d'être électeur seulement lorsque l'on paie des impôts et que ces impôts atteignent un certain niveau. J'en aurais fini, c'était toute ma contribution. Merci beaucoup. Merci pour ça. C'est ça les échanges ici. Donc faites attention parce que d'autres disent en blaguant que pour le président, il impose tout doucement. C'est pourquoi les militants doivent être vigilants pour ne pas se laisser manipuler. Donc dans le mandat, il faut donner une partie importante du pouvoir, laisser un peu de pouvoir, déléguer vraiment le pouvoir, pas faire faire. Faire faire, c'est donner des tâches aux gens. Mais déléguer le pouvoir, vous dites, vous pouvez parler à mon nom, vous pouvez signer des papiers à mon nom, jusqu'à tel périmètre. C'est ça aussi le problème de la gestion verticale des partis aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, une question pour lui. Allez-y. L'organisation de la gestion des partis politiques qui passe par non seulement un thème, la rationalisation des ressources humaines et la rationalisation des ressources financières, et qui nous apporte quoi concrètement à prendre en compte tous les facteurs dont il a cité, notamment la mentalité. Et par conséquent, au niveau de la gestion qu'on appelle des ressources humaines, vous allez voir qu'aujourd'hui, les partis dits modèles mettent l'accent sur le recrutement des salariés. Au-delà des salariés, ils mettent en place des plans de carrière pour le personnel des partis politiques, ce que nous n'avons pas du tout au Bénin. Et en matière de ressources financières, et c'est là notre grand problème, et c'est cela que vous avez touché, lorsque vous voyez toutes les obligations fiscales qui incombent aujourd'hui, le défi est quoi? Comment les formations politiques du Bénin pourraient relever cela? Comment allez-vous faire de manière modèle à mobiliser ces ressources, tant pour les dépenses quotidiennes que pour les dépenses politiques qui concourent à la sollicitation du suffrage universel tel que vous l'avez évoqué? En réalité, c'est, pour me résumer, c'est les deux thèmes que je n'ai pas eu. La professionnalisation qui passe par la rationalisation des ressources humaines et des ressources financières et matérielles. Je vous dis merci. Merci beaucoup. C'est le problème des syndicats et des délégués. Le syndicat du travail. Si on se réunit aujourd'hui pour dire on va constituer le syndicat des mangeurs de Aglouza à Porto Novo, il suffit d'aller à la bourse du travail, se réunir, c'est fini. On n'a pas besoin. Or, les délégués du personnel sont régis par une loi. Ils participent même à la gestion de l'entreprise. On ne peut même pas les renvoyer n'importe comment. Ils ont même un quota horaire pour s'occuper du personnel parce qu'ils constituent la courroie de transmission entre le personnel et la direction. Et comment les syndicats vont vivre? Parce qu'ils cassent les pieds à tout le monde. Normalement, un syndicat, comme on l'a dit doit vivre de dons, de l'aide et de services rendus.
S'il y a un expert juriste ou un avocat dans un syndicat, le syndicat doit offrir les services d'accompagnement juridique à d'autres entreprises et avoir de l'argent. La loi leur permet. S'il y a des expertises développées au niveau des syndicats, or ici il n'y a pas d'expertise développée. Les syndicats ici, ils revendiquent à tour de bras. Si bien que, en stratégie, les chefs d'entreprise préfèrent leur donner de l'argent pour qu'ils se calment. Préfèrent les financer. Si moi je suis chef d'État et il y a un parti qui va m'emmerder et il n'a pas l'argent, c'est moi qui vais le financer. Donc c'est ça le problème de la gestion, c'est stratégique. Il y a même des entreprises qui créent des syndicats parallèles pour fragiliser le reste. C'est ça le problème. Donc les partis politiques doivent trouver des moyens pour pouvoir délivrer des services payants. Parce qu'il y a des expertises. Hein. Il y a des communautés religieuses, catholiques par exemple, ils sont fonctionnaires, mais quand ils travaillent, ils versent tout le salaire à la communauté. Et c'est la communauté qui les loge, qui leur fait tout. C'est un exemple pour vous dire, il faut que les partis politiques puissent développer des services marchands, des services qu'ils vont monnayer pour pouvoir, parce qu'il y a des conditions pour avoir l'aide publique. Vous êtes ici maintenant, s'il y a un problème de 50 millions, on va commencer par trembler et courir dans tous les sens. Si on a besoin de 50 millions demain pour que le parti existe, qu'est-ce qu'on va faire? Or, si on a un cabinet qui va délivrer des services pointus payants en ce moment, donc la gestion des ressources, la gestion moderne, c'est vrai, mais il faut d'abord avoir les ressources suffisantes pour pouvoir les gérer. Merci beaucoup. Monsieur le communicateur, chers participants membres de la nouvelle force nationale, nous avons l'honneur, le groupe 1, de vous présenter le travail qui est porté sur le thème introduction au parti politique et système de parti. Ce groupe a pour travail essentiellement de faire ressortir la contribution des partis politiques au fonctionnement du système démocratique. Il a pour objectif également de faire ressortir ce qui distingue les mouvements, les différents mouvements, les différents groupes tels que les partis politiques, les groupes d'intérêt, les mouvements sociaux. Nous avons également pour tâche de distinguer les différents types de partis et les caractéristiques du parti politique. Donc, je voudrais laisser la parole au rapporteur, M. Adam, pour la présentation du travail du groupe. Mais avant, je voudrais lancer un cri aux femmes qui sont participantes de cet atelier. Quand nous regardons l'Assemblée, on est 50, je crois, si je ne me trompe pas, 50 participants. Et quand nous comptons le nombre de femmes, à peine nous faisons une dizaine. Donc à peine le tiers des participants. Et je voudrais d'abord féliciter toutes les femmes qui sont ici aujourd'hui. Et je souhaiterais vraiment qu'elles s'engagent pour ce parti. Parce que si nous nous reconnaissons comme parti de masse, c'est le moment pour les femmes de s'engager. Parce que l'objectif du parti de masse, c'est de ramener les couches qui ont été jusque-là exclues de la participation politique, dont les femmes et les couches marginalisées. Donc, c'est ce cri de cœur que je voudrais vous lancer. Et que ceux qui sont ici ne désistent pas, ils accompagnent le parti et fassent également l'effort de ramener d'autres femmes afin que nous soyons tous unis. Je vous remercie. Merci, Présidente. Bonjour, chers camarades. Le groupe 1, vous avez suivi le thème. La question 1 est de connaître à la sortie d'ici, connaître les
politique, des partis politiques au fonctionnement du système démocratique. Alors, qu'est-ce que nous entendons par parti politique? Disons parti politique, entendez un groupe d'individus qui ont un objectif commun, qui ont une vision qui se partage, ils se voient. Ces individus, régulièrement, chemin faisant, pour faire le point de ces objectifs, pouvant aboutir à la correction ou parfait toujours. Et là, nous sommes partis politiques. Notre opinion peut être différente, doit être différente des autres. C'est ça qui nous oppose donc, et nous sommes partis politiques. Quel est le lien entre parti politique et la démocratie? La démocratie d'abord, et c'est les partis politiques qui animent la démocratie dans un État. La vie politique, c'est ça qui fait, c'est ça qui donne la nature donc, de cette démocratie, de ce pays démocratique. Alors, nous devons être en mesure de distinguer les caractéristiques, les différentes caractéristiques des partis politiques. Qu'est-ce que nous allons entendre? Je me reprends, nous voulons connaître les mouvements politiques. Qu'est-ce que nous entendons par mouvement politique dans un État? Nous avons d'abord les partis politiques. Les partis politiques qui ont pour objectif de lutter, conquérir et exercer le pouvoir. Nous avons des organisations. Les organisations, nous avons les groupes d'intérêt. Associations donc d'individus qui militent juste pour préserver leur intérêt. Ils n'ont pas pour vision conquérir le pouvoir. Et enfin, nous avons les mouvements sociaux. Tout est question d'intérêt. Les mouvements sociaux peuvent donc se regrouper par affinité, on peut dire par affinité de fonction, les catégories de travailleurs qui s'associent, et nous avons donc ces mouvements sociaux qu'on peut donc catégoriser. Nous devons partir d'ici en connaissant les 4 caractéristiques d'un parti politique. Quelles sont les caractéristiques d'un parti politique? Un parti politique, bien sûr que c'est une association, doit être durable. Durable dans le temps, même si c'est créé dans une période donnée, ce parti-là doit exister après même l'enlèvement fondateur. Autre caractéristique de parti politique, nous avons le mode propre de fonctionnement. Mode propre de fonctionnement, nous avons le concept. Et le parti politique doit solliciter donc la population, le vote de masse pour aller donc à la conquête du pouvoir. Et enfin, le 4e point, nous devons sortir d'ici connaissant les différents types de partis politiques. Et là, c'est une catégorisation. Nous avons, et selon l'auteur du Verger, nous avons 2 types de partis politiques. Nous avons les partis de cadres et puis les partis de
masse. Les partis de cadre sont donc ces partis-là qui sont constitués par les riches, les bourgeois qui ont leurs moyens financiers au point. Eux, ils sont d'office au pouvoir. Nous avons les partis de masse qui sont les partis qui ont pour enracinement la source, la base, la grande masse. Et ils ont leur force physique pour mener des activités afin donc d'arracher et de gérer l'État, gérer les affaires donc de l'État. La deuxième classification, qui est celle de l'auteur Otto et Giovanni, à ce niveau, nous avons les partis d'opinion et de clientèle, nous avons les partis parlementaires, nous avons les partis parlementaires et électoralistes, et enfin les partis organisateurs de masse. Donc voilà les 4 différents partis que les auteurs Eto et Giovanni ont soulignés. Voilà, chers camarades, les éléments de réponse que le groupe 1 apporte pour le thème qu'ils ont étudié ensemble. Je vous remercie. Donc il y a un si, quand vous dites, mais pourquoi vous dites que tel n'est pas parti politique, tel n'est pas parti politique? Surtout l'exercice direct du pouvoir. Donc avec ces critères, vous savez, là vous allez ranger la nouvelle force nationale. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Ce dernier groupe. Bonsoir, chers participants. Nous avons le groupe 2. On va continuer sur le thème des fonctions des partis politiques. Et ce thème a été déjà présenté par un groupe. Pour répondre un peu à ce que le groupe qui vient de finir, la présidente a dit, on avait voulu que ce soit une groupe de femmes qui vous présente ça, mais avec, comme déjà le groupe a présenté, nous avons voulu faire cette présentation dans une de nos langues locales. Et il va faire ça en français et faire une traduction en fondée, puisque nos militaires à la base comprennent les langues locales. Donc je lui laisse la place et il va faire la présentation. Merci. Bonjour, chers membres de la LFN. Nous vous remercions tout un chacun pour avoir honoré de son temps. Sur ce, comme le président a tantôt évoqué, le groupe qui part, le groupe numéro 2 a été, il y a eu un petit cafouillage au niveau du choix des numérotations du groupe, tout de même. Néanmoins, le coach a tantôt dit qu'il n'y a pas de souci à ça, que les pensées ne seront pas forcément les mêmes, les développements ne seront pas forcément les mêmes. Alors, le travail a été réalisé suivant un certain nombre de points. Nous avons eu à travailler sur les fonctions des partis politiques et les tâches essentielles auxquelles ils sont soumis. Alors, nous allons commencer par le deuxième volet qui comprend les tâches. Là, nous avons un certain nombre d'idées qui ont attiré notre attention et nous avons pu noter en premier lieu les priorités politiques, les besoins et les problèmes des citoyens. Quand on nous parle de priorité politique, c'est en fait les mots qui minent la nation, les mots qui minent une nation. En tant que parti politique, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous devons aller vers les populations, les renseigner,
et recueillir leurs priorités, notamment les différents mots sur le plan économique, socio-culturel et autres, et les besoins. Les besoins, lorsque nous allons vers les basses couches, les profondeurs du pays, rencontrer les populations, ils souffrent de quoi? Nous devons, en tant que parti politique, recueillir leurs besoins et les difficultés quotidiennes auxquelles ils sont confrontés. Donc, c'est une première tâche d'un parti. Une seconde, il y a la sensibilisation. La sensibilisation des électeurs au fonctionnement des systèmes politiques. Et on peut entendre par là, par système politique, le régime politique auquel est soumis une nation, un pays, soit démocratie, soit dictatoriale, soit autocratie, et d'un autre côté, l'organisation socio-économique d'une nation. Donc c'est en fait les systèmes politiques dont il est question. Donc un parti politique a droit d'aller vers les citoyens à la base et les enseigner, les renseigner par rapport à ces éléments. Il y a un troisième point qui a concerné la canalisation. Vous m'excusez, je vais revenir en arrière. Il y a un petit point là, la promotion des valeurs. Au niveau du deuxième point lié aux tâches, il y a aussi la promotion des valeurs. Parce qu'on constate que dans une nation, très souvent, il y a un problème de genre féminine, de genre qui s'impose. Et on constate que c'est souvent les hommes qui sont au devant de la scène politique. Et c'est comme si les femmes n'ont pas leur place. Et il est bon et normal qu'on incite en tant que parti politique pour faire la promotion genre, parler aux femmes et les amener parce qu'il y a beaucoup de valeurs là. Il y a beaucoup de valeurs là. Il y a des gens qui ont des choses à donner qu'on peut mettre à des postes pour représenter une nation et défendre les causes de cette nation. Donc, en tant que parti politique, ces valeurs doivent être dénichées et être soumises à la représentation nationale pour défendre les causes. La troisième, la canalisation des revendications opposées. Qu'ils vous souviennent, il y a 3 ans de cela, en 2019, il y a eu des échauffourées, il y a eu bien de sang tout court, je dirais, parce qu'il y avait des divergences, il y avait des conflits, il y a des guerres d'intérêt qui ont fait qu'il y a eu des générations de toutes parts et nous avons eu des bains de sang, ce qui n'a pas été du tout du goût des populations. Donc un parti politique a comme devoir de travailler à canaliser ces conflits, à recenser les idées qui sont en opposition, quitte à s'asseoir, à aller à la table de dialogue pour trouver un consensus, quitte à restaurer ce que nous pouvons appeler la paix. Et il y a un autre point, il y a la recherche de l'intérêt général. La recherche de l'intérêt général, c'est très important dans une nation. Il faudrait que les ressources de la nation soient partagées, soient être équitablement réparties au niveau des communes. Au Bénin, par exemple, nous avons 77 communes. Il ne faudrait pas que les ressources soient concentrées à la ville vitrine que je vais nommer Cotonou par exemple, et que le Bogor dans le Mono soit épargné. Il faudrait que le septentrion, lorsqu'on prend un certain Pereret ou on prend un certain Tchouktoukoumtouna, qui soit épargné de ça, puisqu'ils sont fils du pays. C'est un territoire qui fait partie de cet ensemble, ce domaine-là. Donc il faut que nous recherchons en tant que politique l'intérêt général. Donc la répartition des biens, des ressources qui sont issues, soit fiscales, sur le plan fiscal, ou d'autres
et points comme touristique ou qu'est-ce que sais-je encore. Et le quatrième point, c'est rapporter les opinions du peuple au gouvernement. Parce qu'en tant que parti politique, il faudrait que nous nous effaçons de la tête que nous sommes élus, mais pas pour nous, mais nous sommes représentants du peuple. Alors nous avons obligation de reddition de comptes, nous avons obligation de relever les impôts au niveau du gouvernement pour qu'en retour, il y ait retombé, en retour, cette population qui a eu confiance à ce parti politique en tant pour le positionner, puisse savoir que voilà, ce n'est pas un vain effort, nous n'avons pas travaillé pour rien, nous ne lui avons pas fait confiance pour rien du tout, parce que ce pourquoi nous l'avons amené à ce niveau-là, il a joué pleinement son rôle. Voilà en quelques minutes les 4 éléments que nous avons recensés et qui sont liés aux tâches imparties à un parti politique. Nous avons évoqué entre-temps les fonctions d'un parti politique. En tant que parti politique, nous avons droit de défendre la démocratie. Encore que, au Bénin, nous savons tous que le régime, c'est la démocratie. Mais il serait bien qu'on entre dans un développement, mais on n'a pas le temps pour y aller. Mais tout de même, nous devons savoir qu'en tant que parti politique, le régime auquel un pays ou une nation est soumise doit savoir que, impérativement, on a un droit de devoir qui consiste à conserver et la souveraineté et la défense. Parce que les peuples, les populations, les concitoyens, on doit les rassembler et leur faire comprendre que nous sommes uniques, nous sommes les mêmes et nous avons droit de rechercher les voies et moyens pour conduire à bon port le pays, pour amener le pays dans le concert des nations, et élever le pays dans le concert des nations. Il y a aussi la sauvegarde, la cohésion et l'unité nationale. La sauvegarde de la cohésion et de l'unité nationale. Ça veut dire quoi? Qu'en tant que parti politique, nous avons obligation de gérer les choses au mieux, d'amener les partis, quels que soient les bords, quels que soient les horizons d'où nous sortons, nous devons nous entendre à rester unis, à faire bloc pour pouvoir déterminer les plans directeurs auxquels nous serons confrontés pour élever la nation. En quoi? La protection des libertés fondamentales et des droits de la personne humaine. Alors, un parti politique, il a le droit de travailler pour la sécurité du peuple. Il a le droit de travailler à protéger les couches défavorisées. Il a le droit de préserver la liberté qui est dévolue à tout un chacun, à chaque Béninois, puisqu'il s'agit de notre pays, le Bénin. En quatrième point, pour finir, nous avons eu à recenser une idée directrice qui est celle-ci. Proscrire l'intolérance, le régionalisme, l'incitation ou le recours à la violence sous toutes ses formes. Ça voudra dire qu'en tant que parti, nous devons travailler à restaurer instamment ou constamment la paix sociale. La paix sociale. Et éviter la violence. Même s'il y a des divergences, il faut trouver les moyens, s'asseoir, dialoguer pour qu'à l'issue de cette assise, on puisse ressortir quelque chose qui puisse arranger toute la population. Vous avez bien parlé, mais vous avez péché en développement. La dernière fois, vous pouvez dire en tant que parti, nous sommes artisans de la paix. Point. Maintenant, le représentant résident du PNUD veut financer les partis jeunes comme NFN. Vous le rencontrez dans l'ascenseur en bas au ministère du Développement. Vous allez lui présenter, vous allez lui vendre le parti
entre le rez-de-chaussée et 4e étage. Ça fait environ à peine 1 minute. C'est parti. Je suis le résident, je suis dans l'ascenseur avec toi. Vous me connaissez? On se connaît? Comment vous connaissez là? Résident, bon, passons, allez, dans le papier. Après une personnalité. Allez-y. Donc, nous sommes un jeune parti parti pour défendre la jeunesse et rechercher la cohésion entre la nation, d'autant plus que de par les décennies passées, nous avons eu à remarquer des divergences, des dysfonctionnements de la classe politique, et entendez la mouvance et l'opposition. Et nous, en tant que jeunes partis, nous sommes là pour éviter, nous sommes en fait la troisième voie et travailler à restaurer la paix et le dialogue et pour une jeunesse plus fini. C'est ça qu'on appelle le pitch. Pitcher en 1 minute, vous vendez le produit, vous vendez le service, vous vendez l'idéologie, vous vendez le parti à quelqu'un que vous recherchez. Donc, il faut apprendre à éviter les développements. Nous sommes un jeune parti, ça fait 3 ans que nous sommes nés. Le président du parti a été élu député il y a 2 ou 3 ans. Maintenant, nous sommes en pleine reconstitution pour participer aux législatives. Et puis, notre slogan, c'est cultiver la paix, toujours cultiver la paix. Or, il n'y a pas un slogan sur votre chose. S'il y a un slogan à travers le slogan seul, c'est fini. On a remarqué que dans le temps, lui n'a pas le temps d'écouter tel développement. Et c'est ce qu'on appelle pitcher. Vous devez apprendre aussi, chrono à l'appui, à présenter, à défendre l'idée. C'est 1 minute et pas plus. C'est 1 minute top chrono. Ça vous permet de ramasser les idées, d'être concis et d'aller droit à la cible. On n'a pas le temps, ou bien on écrit un discours. Non. Les courriers écrits, c'est 2000 pages au plus. C'est tout. Mais il faut que ça soit fort. Tout ça là, c'est l'entraînement. Je vous remercie. Vous-même d'abord. Vous êtes mignon, vous êtes beau, comme le disait. Alors, je voudrais une fois encore, au nom du président du Bureau exécutif national, vous dire notre gratitude pour les remerciements de la LFN pour votre participation active et enrichissante au présent atelier. Comme le disait le président, les travaux concernant donc, le thème du jour tirent à leur fin. Après nos présentations, l'expert va centraliser tout ce que nous avons proposé et nous proposer un document qui servira donc de base pour l'élaboration des curricula de formation de la nouvelle force nationale. Autrement dit, sur la base de tout ce que nous avons retenu, dans les jours à venir, de département en département, un contenu de formation sera proposé aux militants de la nouvelle force nationale pour les amener donc à s'approprier le parti qu'est la nouvelle force nationale, ses idéaux, ainsi que les règles de sa gestion future. Ça, donc, va être un travail qui va mobiliser encore chacun de vous, surtout vous qui étiez à cet atelier, pour pouvoir donc aider à la restitution de tout ce qui a été dit en vous basant sur le document qui sera élaboré, qui sera mis à votre disposition. Alors, cette activité que nous sommes en train de mener aujourd'hui s'inscrit dans une liste d'activités que nous allons mener tout au long du mois de mars et dans les mois qui vont suivre et qui entrent dans le compte donc, de notre programme
une fois de retour sur le terrain. La première des choses, c'est d'accroître la mobilisation autour de nous pour plus d'adhésion à la nouvelle force nationale. Il va falloir que nous commencions par nous organiser par zone pour pouvoir voir comment mettre en place de petites activités qui vont faire parler de la nouvelle force nationale dans nos différentes régions. Et bien sûr, lorsque nous avons des activités comme ça, nous sollicitons l'appui du bureau exécutif national qui va voir dans la mesure du possible comment nous aider à accomplir ces différentes tâches. Alors, pour ce faire, tout à l'heure, nous allons demander à ce que ceux qui viennent de la même région puissent se lever, on va le faire département par département, pour qu'ils puissent se connaître entre eux, histoire en tout temps ici de se revoir, de se voir rapidement, d'échanger les mandats pour voir comment ils peuvent déjà asseoir le petit groupe de travail dans leur région respective. Donc, tout à l'heure, on va procéder à cette présentation par région-là pour que nous puissions nous identifier, nous connaître et nous regrouper par région. Ça fait la première des choses. La deuxième chose, c'est que le travail qui sera de mobilisation sociale qui sera fait sur le terrain va être en même temps conduit avec l'identification des potentiels candidats aux élections législatives de 2023. Et quand nous disons 2023, les élections seront en janvier, précisément le 8 janvier. Et donc, la déclaration de candidature va être bouclée pour le mois d'octobre déjà, le 4 octobre, le 3 octobre, si je ne me trompe pas. Et il va falloir donc que déjà dans nos régions, nous puissions commencer dès maintenant à identifier les potentiels candidats qui vont porter les voix de la NFN. Et cela suppose donc que nous allions nous jouer de l'offensive. À l'offensive, en nous rapprochant de ceux-là qui ont la capacité, la possibilité de porter ce combat avec nous et qui jusque-là ne sont pas encore accrochés, ou bien qui jusque-là n'ont pas encore rejoint la barque NFL. Alors donc nous allons faire ce travail-là dans les petits groupes que nous allons créer et en même temps donc nous allons faire remonter les informations au bureau exécutif national, à la coordination de notre département, etc. Autre chose, lorsque le travail de mobilisation serait en train d'évoluer, que l'écho va parvenir au bureau exécutif national, dans les jours à venir, il y aura une tournée du bureau exécutif national pour installer officiellement les structures à la base. Il y en a déjà qui sont connues dans certaines régions, dans certaines circonscriptions, qui seront installées officiellement dans leurs fonctions. Il y en a qui ne sont pas encore totalement bouclés, que nous allons essayer donc, avec votre mobilisation des jours à venir, de boucler et d'installer officiellement. Voilà donc une autre tâche qui vous incombe. Et donc je disais à l'entame que ces séminaires-là vont se poursuivre tout au long du mois de mars. La semaine prochaine, il y aura encore un autre séminaire, les semaines qui vont suivre. Et ce ne sera pas forcément les mêmes personnes qui vont participer à ces séminaires, mais nous voudrions quand même vous demander de vous rendre disponible, si vous êtes sollicité à nouveau, de vous rendre disponible pour pouvoir donc venir participer à ces séminaires qui vont nous aider à aller de l'avant. Je crois que j'ai parcouru très rapidement ce que nous pouvons attendre de nous dans les jours à venir. Et pour me résumer, je dirais, premièrement, il nous faut renforcer la mobilisation sociale autour de nous. Deuxièmement, il nous faut nous organiser par région pour pouvoir donc coordonner les activités. Et bien sûr, il faut déjà commencer par identifier les potentiels candidats pour nous représenter en 2023. Et j'avais oublié de préciser donc sur cet aspect que à la NFN, ce n'est pas votre compte en banque qui va déterminer votre candidature. Parce que nos tests sont clairs, notre règlement intérieur est clair à propos. Les candidatures vont venir de la base. Ça nous donne l'avantage déjà que ce soit des gens connus et impliqués dans la base et qui donc pourront, avec peu de moyens, se faire
dame m'a dit, enfin celle qui m'a dit, ceux qui ont été assidus ici, participatifs, surtout dans les travaux de groupe, ça nous permet d'avoir une document. Donc nous avons tous une idée du contenu. Ça c'est bien un premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes des potentiels formateurs de ces différents modules qui seront disséminés avec nos militants à la base les jours à venir. Troisième chose, je voudrais que nous soyons des ambassadeurs de la nouvelle force nationale dans vos localités. Le secrétaire exécutif l'a dit tout à l'heure. Chacun a une responsabilité de ces questions. Dans le processus d'enracinement du parti, non seulement, mais surtout pour les élections qui viennent. Tout a été dit, je ne vais pas répéter ça. Maintenant, je voudrais partager avec vous l'un des plans pour la mobilisation des ressources les jours à venir, qui, pour nous, sera certainement l'élément déclencheur de notre pré-campagne. Je voudrais partager avec vous, le mardi passé, j'ai eu la chance de participer avec quelques membres, deux autres membres du bureau exécutif, à une séance avec la Sénat, le président de la Sénat, M. Sakalafia, avec le directeur mandataire de la Ligue. Ils nous ont rendu compte en réalité du processus d'élaboration de la Ligue. Et qu'ils vous souviennent, lors de notre congrès le samedi passé, ça fait une semaine, on avait mis le feu que l'État, les structures étatiques puissent impliquer toutes les formations politiques dans le processus d'élaboration, de correction et surtout de validation de la liste électorale informatisée. Et j'ai pu vous rassurer que j'ai porté j'ai été content quand même que le gouvernement, en fait, les institutions de la République, parce que la Sénat est désormais une institution de la République, nous invitent pour que nous puissions nous rendre compte pour faire un bilan d'étape, un point d'étape. Alors, il ressort que la liste avec tous les gymnasies dont nous n'avons aucun moyen de contrôler si c'est vrai ou pas, toutefois, on attend en réalité, sauf correction, des élections qui viennent, 6 millions et quelques électeurs en 2023, janvier 2023. Alors, cette liste ne pourra pas atteindre éventuellement ça parce qu'il y a des gens qui sont décédés là-dessus. Et pour les élections législatives, ceux de la diaspora, visiblement, ne contribuent de participer à cause. Globalement, en tant que statisticien, je pourrais imaginer que nous attendons 5 millions d'électeurs pour les élections qui viennent. 5 millions d'électeurs, la LFL s'engage désormais avec vous. Ce qui est sûr, nous avons une dernière activité, le dernier samedi de ce mois, pour pouvoir valider en réalité ces stratégies dont je vous donne un peu le contenu. Nous envisageons aller à l'assaut avec vous, les jours à venir, à la conquête de 1 million de Béninois en âge de voter ou non, parce qu'il peut être des sympathisants ou non, de nationalité béninoise, parce que la loi nous dit que personne ne peut contribuer au financement des partis politiques, personne, physique bien sûr, si cette dernière n'est pas une de nationalité béninoise. Donc, nous voulons attendre des Béninois, qu'ils soient de la diaspora ou bien au pays, qui puissent contribuer à ce que nous voulons. Pourquoi? Quelle est l'idée qui puisse motiver les politiques, nos carriéristes, je ne veux pas avoir peur de dire le mot, de passer de 100 000 francs comme caution à 1 700 000. La seule question qui peut, c'est quand vous forcez, vous coincez, vous rendez difficile le processus de création d'un parti politique, où aujourd'hui on est parti de 200 quelque chose pour avoir 14 partis, je dirais 14 800, nous avons 14 partis politiques qui s'engagent officiellement aujourd'hui pour aller aux élections. Qu'est-ce qui pourrait expliquer de mettre 1 700 000 comme caution pour aller aux élections, sachant que ceux qui sont comme nous, des gens qui gagnent en
si vous êtes désigné par la base, nous ne pouvons que interviser au niveau national cette liste. Alors, nous voulons engager chaque militant sans arrêter de la Défense nationale doit s'engager les jours à venir, conformément aux dispositions de la loi portant la définition des partis politiques, à pouvoir aller à l'assaut de son entourage, de sa famille, de ses proches, de ses collègues, de tout ce qu'il rencontre sur la voie, pour mobiliser au moins 100 personnes en réalité dans la voie. Imaginons l'espoir. Chacun, dans ce système de 100 personnes en réalité, pour rapidement atteindre 1 million de Béninois à qui attendent. Imaginez l'espoir que chacun vous donne 500 francs. Ce qui est capable. Posez-vous la question, est-ce que je suis capable de mobiliser 100 000 autour de moi, ma famille, mon boulot, mon entourage, pour empêcher ces gens-là de mener à bien leur plan d'exclusion? Je pense que vous pouvez le faire. Et si 1 million de Béninois nous coûte 500 francs, ça nous fait 500 millions. La caution étant 136 millions, 137 millions. Ça veut dire que nous pouvons payer la caution. Si nous réussissons sur le plan, rassurez-vous que nous avons déjà gagné les élections. Je m'explique pourquoi. Si nous réussissons à mobiliser ces ressources de cette manière, première chose, les candidats qui seront sur nos listes et qui seront probablement élus seront redevables avec la base. Ce n'est pas parce que quand les gens sortent les millions de leur poche pour se faire élire, ils se disent j'ai acheté mon poste d'une manière ou d'une autre. C'est pas ce que je dis. J'ai acheté ma voix, j'ai acheté mon élection. Mais quand il sait en réalité que la caution n'a pas été payée par ses soins, quand il sait que c'est le parti qui s'est mobilisé dans son ensemble sur le territoire national à mobiliser ses ressources pour le financement de sa caution, ils se sont redevables. Demain, quand il veut poser un acte, il faut dire attention, on risque de m'épargner, de m'exclure de la liste des hommes. Et du coup, je voudrais vous inviter à cet engagement. Parce que puis, une personne comme lui de nous laisser 5 francs, puis dans les 1000 francs, 5 000, 10 000 francs autour de nous, c'est plus facile. L'objectif, c'est de pouvoir empêcher ce plan-là. Et c'est ça même la quintessence, le bien fondé même de la réforme du système partisan. Allez les voir, vous pensez qu'ils ont déjà amassé les sous. Ce n'est pas qu'ils ont travaillé à acheter de leur fonds pour avoir ces sous en réalité pour le faire. Et puis encore, il y a le financement public qui peut les servir en réalité au lieu de débrouiller facilement les ressources. Nous ne l'avons pas encore, mais nous allons créer les silences. Nous allons créer en réalité ce déclic dans la politique béninoise. Je voudrais vous inviter tous en réalité à pouvoir nous engager pour faire vivre la réforme qu'ils ont voulu prôner, qu'ils sont capables même de pouvoir faire. C'est ça que j'invite chacun. Dans sa localité, dans sa commune, dans sa maison, de pouvoir dire les jours à venir, nous avons une solution comme ça. Ça, ce n'est qu'un plan parmi dans l'autre. Et que nous allons dériver les jours à venir. Et c'est sur ça que je voudrais dire en réalité un mot de clôture et dire merci. Infiniment merci. Tous les samedis qui viennent, le samedi prochain, nous allons à Boycon pour former d'abord dans le département de Zoulou des collègues les personnes handicapées de la Défense nationale. Ils seront en réalité 50 que nous allons former dans le département des collègues, qui seront nos ambassadeurs auprès de parce que pour nous, on ne doit laisser personne à la crainte. Nous sommes tous des vivants, nous avons les mêmes droits. Nous avons la possibilité d'aller à la conquête au même titre qu'ils sont également. Alors, troisième semaine, nous serons arrêtés à Grand Bobo pour travailler sur notre offre politique. Vous savez, quand nous allons à une élection, nous devons pouvoir dire qu'est-ce que nous, on en a parlé dans le programme aujourd'hui, qu'est-ce que nous vous offrons? Pourquoi nous voulons que vous adhériez à notre position, enfin notre cause, pour que nous puissions aller aux élections? Donc, le contenu de notre offre politique, nous allons travailler là-dessus le samedi qui va suivre. Et le dernier samedi, c'est par rapport à la stratégie de mobilisation de sous dont je vous ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas nos partis, ce n'est pas des partis de l'époque, c'est des partis de tous. Et si nous engageons tous, nous allons avec l'objectif. Je voudrais vous souhaiter bon retour chez vous et que Dieu vous accompagne. Merci. Il s'agit donc de la présentation du bureau exécutif national. Il y a certains qui ont dit que jusqu'à ils ne connaissent pas les dirigeants de la RFL. Ils ne sont pas tous là. Ils ne sont pas tous là parce que c'est pas une activité qui est censée réunir tout le bureau dans son entièreté. Alors je vais inviter humblement sous la présidence du président, si je peux m'exprimer ainsi, les membres du bureau national qui sont là à monter, à venir vers nous ici pour que ceux qui veulent les connaissent puissent les connaître.
Oui, je vais me présenter et permettre donc aux autres de se présenter très rapidement. Moi, c'est Moïse Kogla-Nako. Voilà, je suis le secrétaire exécutif du Bureau exécutif national. Merci. Merci, chef. Je réponds au nom de Bosman Guidou, secrétaire à l'organisation et à la mobilisation au plan national. Je réponds de M. Olivier Azonapou. Je suis le chargé du programme du parti. Je réponds au nom des autres Valérie. Je suis le secrétaire exécutif national. Moi, c'est M. Hervé Marius Sossou. Je suis le secrétaire national à la santé, aux questions humanitaires et environnementales. Merci. Yves Marouima Badassi, secrétaire adjoint à l'information et à la communication. Tranquillez-vous pour ça. Secrétaire national de la affaires sociales. Michael Fabrice, secrétaire et secrétaire chargé du programme. Paulette Atchandé, Sabidi, je suis la trésorière générale. Esther Haricon, affaires de l'éducation. Alors, merci. Voilà quelques membres qui sont là. Tout à l'heure, nous allons vous inviter à une photo de famille avec tous les participants. Mais avant, vous voulez prendre une photo, c'est ça? Oh. Que nous puissions mettre déjà en application, d'ailleurs ça ne vient pas de moi, ça vient de pour la suggérer. Tout ce que nous avons commencé par ébaucher ici, par rapport donc à la mobilisation, par rapport au financement du parti politique. Parce que c'est dit que le financement doit venir donc de la base, de l'interne, en grande partie par nos cotisations, les souscriptions et les dons et les legs. Alors, il y a un participant qui allait devoir vous demander à ce que nous puissions, déjà dans la mesure du possible, chacun ici présent, commencer par donc, apporter une participation au fonctionnement du parti. Alors, donc, il nous est demandé alors de faire une souscription volontaire. Une souscription volontaire, c'est 500 000 francs ou combien on veut, pour contribuer au fonctionnement du parti politique. Ça fait partie de la culture que nous voulons instaurer, nous voulons restaurer au niveau de la nouvelle. Non, ce n'est pas un numéro ordinaire, c'est un numéro pour mon pays.
c'est Gracia Agreté, je suis membre de la Nouvelle Force Nationale. Nous sommes venus ici pour assister à un atelier de validation du curricula de formation de la NFN. Au cours de cette formation, nous avons eu l'honneur de se faire former par un communicateur senior et nous avons pu constituer des groupes dans lesquels nous avons pu avoir certaines notions, certaines bases pour une bonne gouvernance d'un parti politique. Oui, c'est Christelle Adoukonou, secrétaire à l'éducation. Nous nous sommes retrouvés ce matin à l'hôtel Les Oliviers dans le cadre de l'atelier de formation pour la validation des idéaux du parti NFN. Et c'est un grand plaisir pour nous de participer à cet atelier, déjà que avec le vent qui court, on n'y croyait plus trop, mais avec cet atelier déjà, on a bon espoir que les choses vont prendre un bon entrain. Oui, au cours de l'atelier, nous avons vu comment les partis politiques peuvent être organisés, comment ils vont fonctionner afin d'acquérir les membres à la base, à la cause. Voilà. Merci. Ici, c'est Dimes Couton. Nous sommes à Porte-Nouveau, précisément à l'hôtel Les Oliviers, dans le cadre d'une formation de l'atelier de l'offre politique du parti Nouvelle Force Nationale. Nous invitons les jeunes, surtout la population béninoise, à se joindre à nous pour qu'on puisse défendre la cause commune. Alors, cet atelier fait partie d'une série d'ateliers qui vont continuer par être organisés les jours à venir pour donc permettre au parti d'améliorer son fonctionnement à l'interne. Donc la semaine prochaine, par exemple, nous serons à Boycon pour former les handicapés par rapport à leur inclusion donc, dans la politique, parce qu'il faut laisser personne à la traîne. Et ça va continuer aussi les week-ends à venir. Merci. Je suis le docteur Lucien Kenenon. Oui. Je suis le docteur Lucien Kenenon, le vice-président de la Nouvelle Force Nationale, le parti qui vient de tenir tout à l'heure cette séance avec les partenaires dans le cadre de la création de l'école politique. Je crois que c'est une grande première parce que c'est venu dans le contexte actuel pour nous permettre d'aller à la base et de travailler correctement avec notre base afin de ne pas laisser des ratés. Je crois que le président Avoyon a déjà tout dit. Et si je dois ajouter quelque chose, c'est de remercier les uns les autres, tous les participants qui sont venus aujourd'hui, à ce que nous puissions toujours continuer dans cette lancée et dans l'avenir, nous puissions avoir des politiques dignes et crédibles en vue de répondre à la satisfaction de notre peuple et participer au développement actif du moins, de notre chère patrie, le Bénin. Je vous remercie.